Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission économique Éco-Sahel sur les ondes d'Ifriqiya FM. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'une importance majeure pour le secteur minier du continent, le Ghana qui vient d'inaugurer officiellement sa première raffinerie d'or. Une infrastructure qui marque donc un tournant stratégique dans la valorisation des ressources naturelles locales et dans ce continent. Et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mahfoud Kaoubi, analyste en économie. Bien le bonjour à vous, Mahfoud Kaoubi. Bonjour. Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bien le bonjour à toi, Samuel Akizimana. Bonjour. Bonjour. Et Mazhoura Al-Hiani, chef d'entreprise également. Bien le bonjour à toi, Mazhoura Al-Hiani. Bonjour. Donc, je le disais aujourd'hui, un sujet d'une importance majeure pour le secteur minier du continent africain. Nous allons parler de cette information, l'information de la semaine, le Ghana qui lance sa première raffinerie d'or. C'était le sujet de Siham Bourazi. On l'écoute. Cette nouvelle raffinerie d'or est considérée par le gouvernement ghanéen comme une réalisation historique. Elle permettra une diversification de l'économie et une industrialisation développée dans le pays. Un avenir prometteur attend ce pays, selon l'expert en économie Idel Sassi. Le gouvernement, en faisant ce pas, va très certainement y gagner plus puisqu'il s'agit de localiser la valeur ajoutée de cette production. Le pays produisait certes beaucoup d'or, mais c'était de l'or à l'état brut et dans la valorisation générait encore plus de coûts pour qu'il soit à son niveau optimum. Fruit d'un partenariat entre la Banque du Ghana et la société indienne Rosie Royals Minerals, le Ghana doit à présent apporter plus de valeur à son produit. C'est un investissement qui va très certainement générer de l'emploi. L'once d'or tourne aujourd'hui à $2500 l'once et donc elle est très recherchée. Elle ne fait que grimper. Reste l'apport de la société, de l'investisseur indien qui va aider à ce que le produit soit aux normes au niveau mondial et qu'il puisse obtenir encore de plus en plus de valeur et de visibilité sur le marché mondial. Selon le vice-président ghanéen Mahamadou Bawumia, à travers cette raffinerie, les autorités du pays pourraient intensifier leur lutte contre la pauvreté et l'exploitation illégale des mines d'or. Voilà, donc on vient de suivre un investissement énorme, Mahfoud Kaoubi. Mais pourquoi le Ghana décide maintenant de lancer cette construction? Pourquoi il décide de lancer la construction aujourd'hui et pas hier? Je pense qu'on pourrait mettre ce projet dans le cadre de cette remise en ordre qui a été déclenchée par les pouvoirs publics au Ghana, avec bien sûr la supervision des institutions financières internationales, je parle de la Banque mondiale principalement, pour mettre de l'ordre dans l'économie. Il y a un processus d'industrialisation qui est mis en place et donc de diversification de l'économie. Deuxièmement, il y a un effort important dans la maîtrise et des recettes budgétaires. Et l'objectif est d'accroître des recettes budgétaires au Ghana. Et donc, industrialisation, mise à niveau de la sphère budgétaire passe nécessairement par la valorisation de la richesse principale de ce pays. Donc, il faut rappeler que le Ghana est le premier pays africain en matière de production et d'exportation d'or, donc en compétition certes avec l'Afrique du Sud, mais quand même il arrive à maintenir cette position de leader qui, il faut rappeler, en 2023 a permis au pays de récolter plus de 7 milliards, donc plus précisément 7,3 milliards de dollars par l'exportation de son or. Maintenant, quand on revient à la structure du marché à l'intérieur, ce marché est dominé par une exploitation artisanale et des petites exploitations qui collectent. Mais ça rapporte beaucoup. Ça rapporte à l'économie ghanéenne. Il faut organiser tout cela, parce que les petites exploitations sont généralement pas recensées, donc ça ne fait pas ça ne se répercute pas systématiquement par des recettes conséquentes pour le trésor ghanéen. Et deuxièmement, l'or est exporté en grande partie sous sa forme brute, ce qui se traduit par des pertes
de recettes directement. Encore une fois, là, un problème de transformation. C'est la valorisation. Donc le problème se pose dans le continent africain, dans la majeure partie des matières premières. Hein. Donc on est souvent dans des opérations d'exportation brute, alors que la transformation permet, de créer de la valeur, donc de gagner plus, donc de doubler le plus souvent, de tripler les rentrées en devises, et ça passe aussi par la maîtrise technique des process, et ça passe par la création de l'emploi. Donc je pense que ce qui est en train de se faire au Ghana actuellement tend vers une valorisation, vers une meilleure organisation et l'ajustement des différentes sphères. La sphère des produits d'extraction, donc principalement l'or, mais aussi par la mise en place d'une économie basée sur la transformation, sur l'industrialisation, et aussi par la bonne gouvernance et la maîtrise des déficits budgétaires et des problèmes de la gestion budgétaire aussi. Ok. Samuel Akizimana, est-ce que ce projet va-t-il impacter l'exportation d'or au Ghana, déjà pour commencer? Oui, effectivement, parce que si on dit déjà le Ghana, en fait, si on recherche, il faut que les gens puissent comprendre, c'est le 9e producteur d'or au monde, hein, si vous voulez savoir déjà par là. Donc ça montre déjà l'importance de ce marché pour le Ghana. Mais ce qui est à valoriser, c'est qu'avec cette nouvelle structure, avec cet investissement qui a été fait en collaboration avec les Indiens et le Ghana, ça montre au fait qu'il y a maintenant ce combat dont on parle tous les jours ici, où on dit qu'il faut qu'il y ait des infrastructures pour la valorisation de nos ressources, la transformation de nos ressources sur le sol, et n'est pas seulement les exporter, comme M. Kabou est en train de le dire, les exporter à l'état brut, mais maintenant avoir déjà un produit fini et voir comment l'exporter ce produit fini. Donc ça montre déjà un nouveau pas, en fait une nouvelle vision des dirigeants ghanéens. Mais moi, j'aimerais rebondir, j'aimerais qu'on fasse aussi un petit débat sur ça, parce que j'ai regardé, selon les parts, on voit que la société indienne détient à peu près 80% et que le gouvernement ghanéen détient que 20%. En fait, c'est l'une des choses aussi où moi, j'aimerais rebondir sur ça, parce que je me dis, on peut encore mieux faire, en fait, en tant qu'Africain. C'est-à-dire que ça aurait été bien d'avoir un peu un certain équilibre, en fait, 50-50, etc. Ça aurait été encore mieux. Il y a une des choses aussi, j'aimerais qu'on évite de retourner dans les mêmes revers. Pourquoi? Parce que j'ai vu que c'est écrit que ça va créer des emplois à plus de 120 emplois. C'est des estimations. C'est des estimations pour la population ghanéenne. Mais je pense que c'est pour ça, moi, je suis un peu sceptique en disant, il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes revers. Où on trouve que l'emploi sera créé plutôt pour les Indiens que pour les Ghanéens. Parce que je me rappelle, en regardant, il faut faire des recherches en prenant l'exemple sur l'Ouganda, où il y a beaucoup d'Indiens en Ouganda. Vous allez voir que les marchés créés, les Indiens, les Asiatiques, ils ont Samuel Akizimana, c'est pas les Asiatiques, c'est tout le monde non. C'est tout le monde qui sert ses intérêts. Oui, tout le monde. C'est là où moi je vais dire, j'aimerais pas qu'on tombe dans le même revers. On se retrouve qu'au lieu que ce soit une création de valeur pour les Ghanéens, mais que ce soit un nouveau marché ou bien de nouveaux travaux qui a été accordé, etc. Mais moi, j'aimerais dire, c'est pas pour critiquer, mais c'est pour dire que c'est déjà un bon pas vers l'avant, parce qu'on voit que déjà il y a la création des richesses sur le sol ghanéen. Mais maintenant, moi, j'y reviens en disant, il faut que cette création de richesses soit réellement bénéfique pour la population des Ghanéens, parce que c'est ça le combat, en fait, qu'on se bat depuis longtemps en Afrique, c'est-à-dire qu'il y ait cette création de richesses, qu'il y ait des infrastructures, mais des infrastructures qui vont profiter plus à la population ghanéenne avec de la créativité sur le sol ghanéen, et non pas que ce soit juste l'exportation de ces produits-là. D'accord. Mazhour Al-Hayani, vous êtes d'accord avec Samuel Akizimana sur cette question déjà du travail, des emplois qui seront créés à travers, justement, à cause de cette raffinerie qui vient d'être lancée au Ghana? Oui, effectivement, je suis d'accord sur ce point avec Samuel. Déjà que c'est une bonne opportunité pour l'économie ghanéenne pour encore prospérer, aller de l'avant et créer plus de 120 emplois directs et plus de 500 emplois indirects aussi. C'est une bonne chose. Mais comme il a souligné, il faut mettre en avant d'abord la population ghanéenne et locale, puis la population locale, que ce soit bénéfique pour les communautés
locale et puis passer à la société indienne qui détient plus de parts que la Banque centrale du Ghana. Mais aussi, à travers cela, c'est que c'est le problème de presque tout le continent africain. C'est le problème de, comme M. Kaoubi l'a dit, c'est le problème de transformation parce qu'on n'a pas des infrastructures pour ça. Donc, juste en 2023, le Ghana a exporté plus de 4 millions de tonnes en or brut. Donc, il a perdu plus de valeur juste parce qu'il n'avait pas d'infrastructure. Donc, c'est une bonne chose. C'est un bon début pour le Ghana. Et d'ailleurs, pour plusieurs pays africains plusieurs gouvernements qui veulent aller dans ce sens-là et industrialiser beaucoup plus l'économie. Mahfoud Kaoubi, j'aimerais vous entendre justement sur cette question des emplois et puis on revient sur la chaîne de valeur de l'or au Ghana. Justement, cette question de l'emploi à chaque fois qu'un pays étranger investit dans un autre pays, un pays africain, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Ghana, on a toujours ce problème de l'emploi. On ne donne pas assez d'emplois à la population locale. En économie... Est-ce que c'est un manque de formation? Non, ça c'est des stratégies de développement. Donc il ne faut pas être trop naïf. Dans une opération de partenariat, il y a toujours une logique d'optimisation d'intérêts et de part et d'autre. Maintenant, quand on monte une affaire, il faut savoir ce qu'on veut. On veut une meilleure intégration, on veut du partenariat, on veut de l'investissement étranger. Pour rappeler, le Ghana est en pleine opération de restructuration de sa dette, aussi bien intérieure qu'extérieure. Donc il est dans des opérations pilotées aussi bien par les institutions internationales que par rapport à sa propre politique de restructuration. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Parce que ce soit des Indiens ou des Chinois ou d'autres pays, dans une opération d'investissement, on calcule, tout simplement. Ouais. Et calculer, c'est choisir les facteurs les plus disponibles et qui permettent de gagner le plus. Donc, c'est vrai que 120 emplois, ce n'est pas important, mais c'est la symbolique. C'est pas ce qui va stopper la crise de chômage au Ghana. Tout à fait. Mais, donc, sur des emplois où il y a de la technicité et où il n'y a pas assez de ressources locales, il est tout à fait normal qu'on ramène du savoir de l'étranger. Maintenant, les Chinois nous ont donné une leçon au même titre que les Indiens. C'est que quand on a des politiques assez bien réfléchies, on ramène du savoir de l'étranger et on apprend. On est dans un processus d'apprentissage, d'amélioration de compétences et d'augmentation de ses capacités et de ses performances en matière de ressources humaines. Et là, je dirais que ce soit le Ghana aujourd'hui ou un autre pays, cette question d'intégration, d'apprentissage et d'amélioration de compétences, elle dépend surtout des montages qu'on a faits, que les pays ont fait, que le Ghana a fait, etc. Bon, maintenant, on ne peut pas imposer aux gens d'embaucher de la ressource locale si cette ressource n'est pas formée, ne répond pas aux critères de performance, que ce soit en matière de compétences techniques, que ce soit en matière de rendement. Parce que ça se joue, là, c'est une ouverture vers l'international. Exactement. Et si on veut que cette entreprise spécialisée dans le raffinage de l'or, mais une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, elle a besoin de survivre. Et pour survivre, il faut que un des facteurs de production les plus importants, qui est la ressource humaine, soit à un niveau de compétitivité qui lui permet d'optimiser et d'être présente dans le monde de la concurrence. Donc, vous voyez, et c'est dans ce sens où nous, Africains, on doit apprendre à valoriser notre savoir et surtout à créer les meilleures joint ventures. Et en discutant de tout cela avant la création des entreprises, et puis qu'on ne vient pas aussi pleurer après pour dire que d'autres pays ont ramené de leur main-d'œuvre. C'est de bonne guerre, ça. C'est de bonne guerre, en fait. C'est de bonne guerre. Maintenant, si on laisse le champ libre, en fait, et on n'a pas d'alternative, et on n'a pas de logique de construire, parce que les partenariats, au-delà des 20%, 50%, etc., pourquoi on s'ouvre et pourquoi on fait des partenariats Soit on a besoin de financement, soit on a besoin de technicité,
soit on a besoin de savoir par rapport au positionnement sur les marchés internationaux. Maintenant, quelle est notre stratégie? Il y a un dosage qu'il faut prévoir au début. Soit on le fait, soit on est bouffé, on est broyé par les autres. Donc, ça se passe comme ça. C'est la loi de la nature, en fait. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature, parce que il faut pas voir qu'une société vienne s'implanter chez vous juste pour les beaux yeux, etc. Non, il y a une chaîne de valeur qui est là, il y a une rentabilité qui est souhaitée. En fait, vous venez de dire quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que déjà, il faut regarder le Ghana, il s'est positionné 9e de production au niveau mondial. Il faut savoir que le marché, il y a d'autres qui sont dans la compétition. Donc, pour avoir le meilleur produit de meilleure qualité à un bon prix, il faut avoir une technicité, il faut avoir la main-d'œuvre qu'il faut. C'est-à-dire un savoir-faire qu'il faut. C'est-à-dire que c'est là où il a parlé d'une chose importante, M. Karoubi, où il dit il faut pas juste dire que nous voulons que la main-d'œuvre soit toujours du pays, etc. Mais il faut que la main-d'œuvre soit capable de répondre à ce besoin-là. Parce que c'est ça qui est le plus important. Parce que, vous savez, ça me fait penser à quelque chose, on avait en discuté, parce qu'on s'était dit, si on regarde très bien même dans nos sociétés publiques, ce qui fait la chute de nos sociétés publiques, c'est-à-dire qu'on engage, et non pas selon les compétences, selon l'apport de la personne, mais on engage selon les sentiments. C'est l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant de qui, etc. C'est-à-dire qu'on n'engage pas les gens pour répondre à certains besoins. Les gens compétents. Les gens compétents. Mais si on regarde une société qui investit plusieurs milliards pour ce projet que c'est là, même si c'est un marché, c'est un grand marché, c'est l'international. C'est-à-dire qu'il faut avoir des personnes qui répondent réellement aux besoins de cette société, parce qu'elle veut avoir une rentabilité. Tu sais, Samuel, en investissement, quand on parle de la ressource humaine, c'est surtout les profils qui sont... On détermine des profils, au-delà de la nationalité, au-delà du sexe, de l'âge, etc. C'est un profil, même si le sexe et l'âge, et même le profil psychologique, c'est un élément important. À partir de là, donc pour être rentable, pour être compétitif, j'ai besoin de tant de personnes qui répondent à tel profil. Quand on arrive à comprendre ça et de nous mettre à niveau pour répondre au profil, c'est à partir de là qu'on pourra parler le même langage que les multinationales. Mais maintenant, au-delà de la nationalité, il faut que nos compétences répondent à ces exigences, à ces profils conditions qui permettent donc, parce que les Indiens ne sont pas venus pour les yeux des Ghanéens. Oui, c'est comme John Rockefeller l'avait dit. Où il avait dit cette phrase qui m'avait touché, où il avait dit l'important ce n'est pas de posséder les richesses, mais de savoir les utiliser efficacement. Tout à fait. C'est ça le plus important. Les valoriser, utiliser, c'est créer de la valeur à partir des c'est pour richesses. Ça d'ailleurs que le Ghana avait besoin de quelqu'un qui va acheter l'or et le raffiner, au Ghana. Donc au-delà de tout ça, donc c'est bénéfique au mais c'est bien. Ça rajoute parce que de la valeur permettra ajoutée. déjà à la Banque centrale ghanéenne d'améliorer son niveau de réserve de change dans une logique où elle est en négociation avec le FMI et la Banque mondiale. Donc il y a des éléments d'appréciation qui sont importants. Moi, je trouve que dans le schéma global, c'est très bien. Maintenant, il faut voir. On ne peut pas partir du studio savoir le projet, qu'est-ce qu'il contient comme détail, etc. Mais déjà, il y a une harmonie par rapport à ce qui se fait dans le cadre d'une restructuration de l'économie ghanéenne. C'est quelque chose de bien. Maintenant, c'est les résultats après qui vont déterminer la justesse des décisions. Exactement. Qui ont été prises. Seul le temps nous le dira. Mahfoud Karoubi, vous avez souligné un point très intéressant tout à l'heure. Vous avez parlé de l'économie du Ghana, le Ghana qui doit rembourser sa dette. En quoi cette raffinerie, ce nouveau projet, va-t-il aider l'économie ghanéenne à rembourser sa dette? Déjà, quand on prend les projections de 2024 par rapport à 2023, on projette une augmentation de 16% des revenus de la production et des revenus en devises. Donc c'est quand même 1,8 milliard de dollars qui peuvent être injectés, gagnés en plus par rapport aux 7,3 qui ont été gagnés, qui ont été réalisés en 2023, pardon. Donc 1,8 milliard de dollars quand même, c'est une somme assez importante. Et donc vous voyez de l'intégration, de l'augmentation de la capacité et surtout de restructurer l'activité qui actuellement, il y a plein de petites sociétés qui sont dans l'informel, qui ne déclarent pas. Et donc ça crée un secteur qui n'est pas organisé, c'est un secteur qui tend vers l'informel. Et c'est un secteur qui ne peut pas tirer profit à l'optimum de ses capacités d'amélioration. Plus on organise, mieux on organise,
mieux on fait des joint ventures avec des professionnels, plus ça nous permet de rentabiliser un secteur. On va gagner plus en monnaie, donc en argent, 1,8 milliard. On va gagner plus en organisation sur le court terme et on va gagner plus de fiscalité et de performance dans le moyen et le long terme. On va professionnaliser un secteur. Et là, c'est le véritable gain, ce n'est pas le très très court terme. Donc ça nous donne plus de capacité de création de valeur. Donc pour revenir à ce que disait Samuel par rapport à Rockefeller. Et là, donc on réorganise les secteurs. On modernise, on tend vers une performance. Et c'est ça où il faut surtout saluer cette initiative qui rentre, il faut le rappeler, dans une opération de réorganisation beaucoup plus profonde. Mzoula Lahiani, pensez-vous que cette raffinerie, enfin cette initiative pourrait servir d'exemple pour d'autres pays africains? On peut citer par exemple la RDC, la République démocratique du Congo, qui est aussi un producteur d'or. Oui, effectivement. Ça peut servir d'un exemple pour plusieurs pays africains qui possèdent de l'or et qui l'exportent en état brut toujours. On peut citer la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le RDC, etc. Plusieurs pays exportent toujours leur or en état brut. Donc, comme M. Kaoui était en train de dire tout à l'heure aussi, c'est carrément réglementé tout un secteur. Donc, tous les petits artisans qui travaillent dans ce secteur-là vont être réglementés et ça va augmenter les revenus fiscaux dans des pays. Donc, c'est bénéfique pour toutes les économies. Samuel Akizimana? Oui, je suis tout à fait d'accord avec eux parce que, vous savez, l'un des défis le plus importants qu'on a, certaines de ces richesses, il faut savoir comment réduire ces trafics illicites, au fait. Parce que, vous savez, c'est un marché tellement juteux. Tellement juteux qu'il y a toujours des trafics illicites qui sont là. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des projets pareils, ça vient régulariser, ça vient apporter en fait des structures, ce qui permet à ce qu'il y ait une transparence, etc. Donc là, au fait, les caisses de l'État vont être un peu plus visibles en quelque sorte, parce que lorsqu'on sort du monde illicite, qu'on va dans la transparence, c'est le nouveau développement, parce que là, on commence à voir... c'est vrai qu'il y avait des entrées des ressources, etc., mais elles apparaissaient pas. Maintenant, ça va commencer à apparaître. Et c'est quand ça commence à apparaître, sûr et certain que le gouvernement va en profiter, la population va en profiter. En fait, c'est ça qu'on plaide toujours tout le temps ici, dans cette émission, où on dit il faut introduire des infrastructures, transformer les produits locaux et permettre à ce que ces produits ne soient pas toujours exportés à l'état brut, mais qu'ils soient transformés et puis exporter le produit fini. Maintenant, revenant par exemple sur des pays comme la RDC, Burkina Faso et les autres, on va voir que, en fait, il faut aller toujours dans ce processus-là, regarder, avoir des partenaires qu'il faut pour l'exploitation de nos ressources comme il faut, parce que M. Kaoui a parlé de quelque chose d'important quand il a dit tout va dépendre de nos négociations et de nos visions en fait. Il ne suffit pas juste d'accepter à ce qu'il y ait des joint ventures avec certaines sociétés juste pour l'image. Non, mais il faut bien négocier à travers ce qui se passe dans ces contrats, ces conventions, parce que quand on parle de 80, 20, etc., mais il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça va profiter réellement à la population? C'est-à-dire que tout va revenir sur des structures qui sont établies, les études qui sont faites en amont. C'est-à-dire qu'à travers ces études, il faut que ce soit des choses qui vont bénéficier à la population. Mais là, maintenant, ça revient à la population africaine pour se dire en disant, nous devons être des personnes qui savent valoriser nos ressources et non pas seulement valoriser nos ressources, mais nous devons être des gens compétents. C'est-à-dire que nous devons être des personnes avec ces capacités à répondre à nos besoins. Ça serait bien de voir que dans ces sociétés-là, travaillent plus des populations locales et qui apportent. Parce que vous savez, lorsque quelque chose vient de chez toi, tu traites bien, avec modération, et tu fais en sorte que ça se développe encore plus. Parce que les autres, ils viennent pour leurs intérêts, et quand les intérêts vont passer, ils vont partir. Bien sûr. Mahfoud Kaoui, quel est l'avenir, on termine avec cette question, quel est l'avenir du secteur minier en Afrique? En tous les cas, tout cela dépendra des décisions qui seront prises par les pouvoirs publics, chacun dans son pays. Maintenant, l'organisation, la maîtrise des processus de production, l'amélioration des compétences en matière de gestion, l'ouverture sur les marchés internationaux et surtout la valorisation des richesses, c'est des conditions préalables qui détermineront un petit peu l'avenir du secteur minier. Maintenant, le potentiel existe, les richesses souterraines sont là.
Même maintenant, pour les valoriser, il faut beaucoup de travail. Il faut travailler plus, il faut travailler mieux. Et il faut travailler les joint ventures avec les bons partenaires qui pourraient hisser ce secteur au niveau désiré. Voilà, merci Mahfoud Kaoubi, merci Samuel Akizimana et merci Mzouara Lahiani d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans le prochain numéro. Merci.